Alors, pour les étudiants qui arrivent bientôt sur la vie professionnelle, les nouveaux diplômés, qui arrivent face à la réalité du pays, face à la réalité du métier, quels conseils pourriez-vous leur donner pour tenir bon? Euh, Alors, Anna, j'ai remarqué que ils sont un peu plus à l'aise avec ce métier que nous, on l'était avec le nôtre. Est-ce que c'est par inconscience ou là, c'est un trait de caractère d'une génération? C'est-à-dire que là, on avait très peur d'être architecte. C'est-à-dire, on avait khlaya, on portait une responsabilité monstre. Et donc, c'était très compliqué pour nous d'en parler. Dès qu'il fallait en parler, il fallait choisir les mots, il fallait. Aujourd'hui, une facilité à en parler, une facilité des architectes à se montrer, euh, c'est un côté qui est sympa, c'est-à-dire qu'ils sont moins traumatisés par ce métier. On a l'impression que dans leur tête, c'est facile d'être architecte. Est-ce que ça obéit à une maîtrise ou ça obéit à une non-maîtrise, L'insouciance. à l'insouciance? Je n'ai pas encore posé de jugement là-dessus, mais je remarque qu'il y a une plus grande facilité à s'exprimer, à se montrer en tant qu'architecte. C'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que c'est des métiers qui sont. Enfin, la question essentielle, c'est pourquoi tu veux faire l'architecture. Tu vois ce que je veux dire? En quoi ça peut. C'est quoi ton truc avec ce métier? On se pose plus la question. Ouais, voilà, c'est cette question-là qui est importante. Parce que c'est cette question qui détermine à quel moment tu considères que tu as réussi ou pas. Si tu fais de l'architecture pour être milliardaire, tu vas mettre longtemps avant d'être content. Euh, Si tu fais de l'architecture par problème d'ego, parce que tu as des problèmes de personnalité, qu'il faudrait que tu sortes la plus belle œuvre de je ne sais pas trop quoi, ça peut être compliqué par moment. Voilà, c'est-à-dire que cette question de l'utilité de l'architecture, et ce n'est pas une question qui se pose uniquement aux Algériens, c'est une question se pose au monde entier. Je considère que le monde de l'architecture est en crise et qu'on a perdu le sens des valeurs, ce pourquoi les choses doivent être faites. Il n'y a qu'à voir ce qui est produit aujourd'hui. Je ne connais pas beaucoup de pays anglophones, mais je parle beaucoup en France et je visite beaucoup de nouveaux quartiers et tout. Je veux dire, c'est effarant ce qui est en train de se construire. Tu te dis, il y a un petit problème, je veux dire, de cette espèce d'ego démesuré des architectes, de vouloir faire de la différence et de l'architecture de tout et de rien. Je veux dire, même 4 logements, il faut pouvoir faire un manifeste d'architecture avec un projet de 4 logements. Au bout d'un moment, ça devient gavant. Je veux dire, tu te dis, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Je veux dire, quand aujourd'hui, on voit les bâtiments de logement où les façades coûtent 3 fois plus cher que ce qui se passe dedans, parce qu'on met des matériaux, de la technologie, du machin, du truc. Pendant que l'intérieur, Alors que l'intérieur, ils ont perdu 5 ou 6 mètres carrés dans le logement en 20 ans. Donc voilà, il y a une vraie perte de valeur, ou alors un changement de valeur. Il y a peut-être des valeurs qui sont devenues importantes qui ne l'étaient pas il y a quelque temps. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce pays, il y a certainement des choses à faire d'intéressantes. Je veux dire, on n'est pas encore dans la surconsommation de l'architecture. Mais elle n'a déjà au niveau primaire de la fabrication de l'architecture, même ordinaire. Même avec l'architecture ordinaire, on en a besoin, parce qu'on ne sait même plus la faire. Et donc, ça fait partie des choses pour lesquelles c'est bien d'être en retard sur les autres, d'avoir 50 ans de retard. Parce que quand on a 50 ans d'avance et qu'on arrive à ce niveau de production de l'architecture qui se passe à l'étranger, ouais, feuille on se blanche. dit c'est pas la peine. C'est pas génial, génial. Donc le fait d'avoir 20 ans de retard, ça veut dire qu'on a encore le temps de se poser les questions essentielles. Et je pense que, kiff kiff, hein, comme Hnaya, quand on a débarqué dans ce métier, on a considéré qu'on avait toutes nos chances, j'allais dire, d'inscrire notre nom dans l'histoire de l'architecture de ce pays. Pas forcément pour inscrire notre nom, mais on s'est dit, bon, on est les premiers architectes libéraux, indépendants, privés, on signe le projet, on parle, la première personne du singulier, on a une forme de liberté qu'on revendique et pour laquelle on se bagarre.
Et cette situation, elle est exactement la même. Je veux dire, vous avez, vous aussi, le terrain est tout aussi vierge, peut-être un peu plus compliqué, mais je veux dire, on ne peut pas considérer que le pays est saturé de bonne architecture. Je veux dire, il y a encore de la place pour parler d'architecture, discuter d'architecture, défendre l'architecture, faire de l'architecture. Après, après, je pense, mais ça c'est un avis perso, que l'université doit mais vraiment se rembobiner un peu et orienter les étudiants d'architecture sur les sujets qu'ils vont rencontrer demain. Je veux dire, aujourd'hui, il y a très peu de projets de diplôme. Je n'ai pas encore vu un projet de diplôme à un lycée. Ou alors un projet de 60 logements. Vous êtes Melgitch. Si ce n'est pas un aéroport, c'est une tour de bureau. Si ce n'est pas une tour de bureau, c'est un truc multimodal. Si ce n'est pas un truc multimodal, c'est un musée aquamarin posé sur la montagne et qui descend vers la mer. Ou alors des sujets compliqués pour lesquels on n'a ni compétences ni connaissances. Alors qu'en sortant, 90% des architectes auront à dessiner des équipements publics et du logement. Je veux dire, c'est quand même dramatique. Je veux dire, est-ce que vous pouvez imaginer que sur les, je ne sais pas, on a 50 wilayas ou 58 wilayas, quand il y a 10 lycées qui sont lancés par an, 10 lycées qui sont lancés par an, ça fait 580 lycées. Pour 580 lycées, il y a 1200 collèges, mais il y a près de 3000 écoles primaires. 500, 1200, 3000. Dans tout ce nombre-là, si on devait faire un répertoire de ce qui est potable, on va trouver moins de 1%. C'est grave. Sur 3000 projets d'équipement public qui sortent chaque année avec l'argent public, 3000, si on arrive à sortir 30 projets corrects, on en a champion. C'est quand même dramatique. Qu'on ne s'occupe pas de ces histoires-là dans les écoles d'architecture et qu'on les fasse chier avec des projets de merde, de bâtiments déstructurés, des constructivistes, je ne sais pas quoi, de n'importe quoi, et que le type soit incapable de dessiner une école correcte. Ce qu'on lui demande après, je veux dire, juste dessiner une école correcte, posée correctement, avec un niveau de finition sympathique, avec une implantation correcte, avec... Voilà, et donc je pense qu'on gagnerait à recentrer l'enseignement de l'architecture, peut-être faire des... Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire, mais renforcer l'enseignement de l'urbanisme, parce qu'on ne sait même plus les sujets d'urbanisme qui sont traités par les architectes qui sont sous-formés en urbanisme, c'est une calamité. Et 80% des sujets que les architectes rencontrent dans leur vie professionnelle sont considérés comme des sujets mineurs pendant l'enseignement. On fait un plan de masse, comment on ferait une composition planimétrique? Si on fait un motif. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que, et pourtant, je veux dire, il n'y a pas de honte à dessiner du logement, je veux dire. Il n'y a pas de honte, je veux dire, au contraire, je veux dire, il est quand même temps de re-questionner les questions liées au logement. Dans les années 70 et 80, la question du logement était une question importante. Dans les bureaux d'études, dans l'enseignement. D'ailleurs, il y a un numéro de TA ou de AA des années 80. Il est exposé essentiellement des projets de logement qui étaient considérés comme novateurs à l'époque. La question du logement était la question d'architecture la plus importante. Aujourd'hui, la question du logement est une question subsidiaire. Je veux dire, dessiner du logement, c'est vraiment de l'alimentaire. C'est pour mettre de l'essence dans la voiture. C'est une industrie. Voilà, c'est quand même dramatique. Je veux dire que les architectes soient réduits à considérer qu'une question aussi importante pour la cohésion sociale soit une question qui ne les concerne pas. Alors que c'est le sujet qui doit concerner les architectes. Voilà, donc il y a tout un système de valeurs à questionner. Et les architectes doivent le questionner. En France, dans les années 68, ils ont gueulé pour dessiner du logement social. On en a ras le cul de dessiner des façades de musées et des façades de gares. Et c'est pas notre métier de faire de l'architecture de bazar. On veut dessiner du logement social, on veut dessiner du collège, on veut dessiner du lycée. C'est le problème. C'est ça, c'est ça. On n'est pas des architectes pour faire des jolies façades en couleur, t'as les beaux-arts.
On doit participer à l'effort national en matière de construction. Et c'est comme ça que des Syriani, des machins ont fait la révolution dans les années 70. Ils ont débarqué dans les universités à la fin des années 70 et ça a fabriqué des générations d'architectes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'ils ont tapé sur la table. En face, ils ont trouvé des politiques, les Smaolhom, mais le premier coup de gueule, c'est les architectes qui l'ont posé. Les architectes se contentent de recevoir des honoraires pour redessiner le même logement 3000 fois. C'est dramatique, je dis. Ce que je constate, moi, c'est qu'un bon architecte aujourd'hui, c'est celui qui fait de bonnes 3D, de bonnes animations. Ça, c'est dramatique. D'ailleurs, c'est aussi dramatique que la représentation soit plus importante que le projet. Et ça, c'est dramatique et c'est mondial. Encore une fois, on se ramasse tous les défauts du monde et on ne se ramasse pas beaucoup les qualités du monde. Voilà, ces nouveaux vecteurs de représentation du projet, ils ont pris le pas sur le projet. Et c'est effarant. C'est même le cas pour les étudiants. Quand on dit là, celui-là, c'est un bon étudiant. On dit pourquoi? Regarde, cette 3D, il a fait le super 3D. Voilà. 80% des étudiants sont des dessinateurs. Voilà. Nous-mêmes, quand on est les infographes. Voilà. Nous-mêmes, quand on est venu faire le stage chez vous, donc là, la première question qu'on s'est posée, avec quel logiciel il travaille? Est-ce qu'on pourra suivre le rythme, etc. On est arrivé le premier jour, on a travaillé au papier. Voilà, c'est avec elle. Si je devais enseigner un jour, 3D interdite. Voilà. 3D interdit, vous dessinez crayon, ce que vous voulez. Je ne veux pas de 3D. Un plan, une coupe, une façade, je sais apprécier un bon projet. Un plan, une coupe, une façade, ça suffit largement pour apprécier un bon projet. Quitte une axonométrie, si tu as un peu de temps. Si tu es génial, tu montes une perce, il a qu'à à la perspective, tu as 2 points de fuite. Mais sinon, on n'a pas besoin de plus pour apprécier un projet. C'est dramatique comme le mode de représentation a gagné sur la représentation est devenu l'essentiel du projet. On a des plans de merde qui ne tiennent pas la route, qui ne veulent rien dire. Alors voilà, le drame aussi, c'est que c'est mondial, c'est des sites comme, comment ça s'appelle, machin, Pinterest, ou je sais pas quoi. Non, même pas ChatGPT, Pinterest. Pinterest, je veux dire, c'est un drame pour les étudiants en architecture. Parce que tu tapes logement, tu as 200 projets de logement, tu tapes école, tu as 500 projets. Et tu prends le projet, tu prends l'image, tu rentres dedans un plan, même s'il ne correspond pas. Le drame, c'est les profs qui acceptent ce genre de situation. Alors, vous dites que quand vous avez un problème, vous piochez dans la bibliothèque de votre tête. Ah, moi, je pioche dans ma bibliothèque de ma tête. Vous avez combien de projets en tête? 3 ou 4 000. Là. Ah, ou les cheveux blancs à dos, là. Non, pas 3 ou 4 000. Mais au moins, en tous les cas, pendant 10 années ou pendant 15 ans, quand on avait une revue d'architecture, et à l'époque, les revues d'architecture, il y avait de l'architecture dedans, avec des plans, des coupes, des photos, des coupes, un discours de l'architecte, des critiques d'architecture qui expliquaient le projet, donc c'était vraiment quelque chose d'assez consistant. Mais chez Kemalium, tu as des cendriers et des conneries comme ça dans les revues d'archi. Et donc, on avalait la revue d'archi presque à prendre par cœur, je veux dire. Parce que c'était le seul vecteur de voir ce qui se passait de l'autre côté. Il n'y avait pas de télé particulièrement, il n'y avait pas ni de parabole, ni d'Internet. Donc quand le numéro de AA ou la TA sortait, on l'apprenait par cœur. Et donc, à force d'apprendre ces revues-là par cœur, tu emmagasines plein de projets qui sont restés. Chaque fois qu'on a un problème, on pioche. On sait. Solution. Voilà, tu as telle situation. Regarde le projet d'Anselmi pour sa mairie à Rezé, et il a réglé le problème comme ça. Tu vas chercher, oui, il a réglé le problème comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations, on n'a pas le temps de les peser, de les sous-peser. Mais je pense que c'est pour ça je pense qu'aujourd'hui, il faut encore plus un enseignement qu'il y a 20 ans. 20 ans, la production architecturale n'était pas aussi différenciée. On avait 10 projets qui débarquaient dans ta tête par an. Donc ça fait le temps de regarder, de voir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment apprendre aux gens à filtrer pour vraiment ne pas se perdre dans les... Et c'est là où les modules d'histoire d'architecture, il y a un module théorie de projet.
Ouais, pendant 3 ans. Le module théorie de Voilà, projet c'est- pendant 3 ans, je ne sais pas qui c'est qui le fait, mais je veux dire, c'est un module important. J'aurais adoré avoir ce module. Alors que personne n'assiste. C'est pas normal. Voilà, C'est pas normal. Enfin, j'aurais adoré avoir ce module théorie de projet. C'est un module essentiel, Yannick, pour fabriquer le raisonnement, pour, euh, pour sortir de l'angoisse de la feuille blanche. Yannick, quand il y a un terrain, quand il y a un programme, voilà, comment est-ce qu'on manipule ces choses-là, voilà. L'usage de la référence, parce qu'aujourd'hui, si on devait vous questionner sur la référence en architecture, très peu se rappellent de qui a fait quoi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. C'est le problème de Pinterest. On a des tas de photos de n'importe quoi. Eh, On ne sait pas ce que c'est. C'est quoi le projet? Pourquoi il a fait ça? Lequel c'est réel, Voilà, c'est on sait virtuel. pas. Est-ce que c'est une animation? C'est quoi déjà le projet? On ne sait pas ce que c'est. Dans quelles conditions il a été fait, ma belle? Voilà, on ne sait pas. Avec une image, shabba ou la machi shabba, quand tu questionnes un peu, ben, là, il y a un ou deux plans. Et puis, je veux dire, le problème, c'est les profs qui se suffisent d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose qui tienne. C'est ça le problème. Et ça, c'est le problème des architectes, des enseignements qui sont un peu, je ne sais pas, des enseignements qui sont un peu, enfin, je ne veux pas être médisant, mais l'enseignement, ça reste une vocation. Ce n'est pas une sortie de secours. Pour 80% des enseignants, ça a été un non-choix. Je pense qu'il y a 20% d'enseignants qui ont choisi d'être enseignants. Et ça se voit dans leur enseignement. Il y a 80% qui ont choisi d'être enseignants par commodité, parce que c'est un statut qui est un peu plus sympa que d'autres statuts, parce qu'ils n'ont pas envie de se lancer à leur compte, parce que c'est compliqué de se lancer à leur compte. C'est compliqué de rester l'EDARA, l'administration, c'est horrible. Donc, kiff, les trucs par élimination. Les trucs par élimination, bon, on fait enseignant, tu as un statut, tu as Tarif al-Jamia, c'est toujours bien. C'est pas compliqué, et ça fait sérieux, ça fait tout de suite intelligent. Mais quand on ne choisit pas l'enseignement par vocation, ça devient un peu compliqué dans toutes les disciplines, et un peu plus la discipline de l'architecture, je veux dire. Parce qu'il faut avoir une putain de culture pour enseigner, je veux dire. Il faut penser qu'on peut enseigner sans avoir pratiqué. Là, déjà, je pense qu'on ne peut pas enseigner quand on est docteur à 25 ans, ou à 26 ans, ou à 30 ans. Non, rien à raconter. C'est leur expérience. Le type, il termine, il arrive à l'école à 18 ans, à 23 ans, il est licencié, à 33 ans, il est docteur d'État. J'y crois pas du tout. Il doit y avoir des exceptions de gens lumineux qui, à 33 ans, ont cette capacité d'eux, mais ça doit compter 1 pour 1000. Je veux dire, ça ne peut pas être une règle. Je veux dire, c'est pas possible. Quand on n'a pas pratiqué, quand on n'est pas sorti du cocon de l'enseignement. Et moi, je lui dis toujours, un enseignant qui n'a pas d'anecdote sur chantier à raconter à ses étudiants, j'ai rien à tirer de lui. Alors, il y a des enseignants qui ont pratiqué un petit peu le métier. D'autres, même s'ils n'ont pas pratiqué le métier, ils ont pratiqué les architectes. C'est-à-dire, ils s'intéressent à ce qui se produit. Il fait le tour des archis, il pose des questions, il analyse des plans. Allez, c'est-à-dire, il faut sortir du cocon de l'université où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je veux dire, il faut au moins s'intéresser à ce qui se fait, essayer de regarder la réalité, ne serait-ce que la réalité des architectes, pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut être utile. Toute la question qui va vous poursuivre toute votre vie, dans tous les métiers du monde, et plus particulièrement celui de l'architecte, c'est comment être utile. À quoi ça vous sert d'être architecte? C'est ça, la question, elle est là. Quand tu as répondu à cette question, après, ça te met des niveaux de performance. Tout le monde sait ce que c'est que le bien et le mal. Tu le sens au fond de toi. Quand tu as merdé, tu le sens. Et quand tu as fait du bien, tu le sens. Voilà. Et donc, voilà, la question Hadi, qui fait partie de la formation de l'individu, ça fait partie aussi de l'histoire de tes parents. Voilà, c'est un corpus qui te dépasse celui-là. Mais comment est-ce que tu peux être utile? Quel sens tu donnes au mot honnêteté, par exemple? C'est quoi être honnête? C'est une vraie question. C'est
Quand on travaille pour l'argent, on est mort. Je veux dire, c'est une vraie question. La question de l'honnêteté, que ce soit pour l'argent ou pour autre chose. La question de l'honnêteté, c'est une question qui reste ouverte. Tu poses la question à 50 personnes, ils te disent tous on est honnête. C'est subjectif. Alors que ça ne devrait pas l'être. L'honnêteté, elle est belle, là. Je veux dire, c'est devenu une question subjective. C'est devenu une affaire d'interprétation. C'est pas normal quand même. Voilà. C'est ça, tu vois. C'est devenu une affaire d'interprétation. Donc il y a des petites choses comme ça. Oui, le wahad, quand il se pose la question avec je veux dire, essayer de poser la question de manière stricte. Ça te permet de ne pas aller dans tous les sens. Question de l'honnêteté, le rapport à l'argent, l'utilité. Voilà. Et c'est assez compliqué. Dans nos métiers, c'est encore un peu plus compliqué. Parce qu'il y a des métiers où le temps que tu passes à faire ton métier, c'est déjà de l'utilité. Mais tu peux passer toute ta vie et ne pas être utile. Tu vois, c'est ça Et quand tu te poses la question à 45 ans ou à 50 ans, c'est assez dur. C'est assez compliqué. Si on se pose la question. Si on se pose la question. Il y en a qui ne se posent pas la question, qui considèrent qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais si tu dois te poser la question, tu es obligé de te situer par rapport au monde, aux autres, à tes confrères, à l'étranger, parce qu'aujourd'hui on voyage, donc tu vois un peu, c'est quoi un architecte en France, c'est quoi un architecte au Maroc, c'est quoi un architecte. Comment ils sont heureux, pourquoi ils sont heureux, pourquoi je le suis, comment je fais pour l'être, pourquoi je ne le suis pas, tu vois, c'est quoi le truc. Et donc toutes ces questions-là fabriquent un système de repères comme ça, pour te permettre un petit peu de te réveiller le matin ou là de dormir le soir avec l'impression d'avoir servi à quelque chose. Et déjà ça fait du bien. Ça fait du bien et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce que, en fait, la récompense, c'est pas seulement le résultat, c'est l'effort que tu fais pour. Voilà, on va prendre une pote super géniale comme Leila Obouzar. Qu'on aime beaucoup. Si on devait juger Leila Obouzar sur ses résultats et ses performances d'enseignante, dans la règle collective qui fait que tu peux devenir un prof d'archi, docteur, master, je sais pas quoi, tous les titres jusqu'à professeur en architecture, elle ne pèse pas lourd. Et concrètement, elle ne pèse pas lourd. C'est-à-dire ni elle est docteur, ni elle est professeur, ni. Mais quand on considère les une ou deux personnes qu'elle sauve tous les 3 ans, et elle leur donne cette envie d'être architecte, bah, ça pèse tous les titres. C'est notre cas, voilà. Alors elle galère avec les étudiants d'aujourd'hui. elle nous a donné une bonne claque. Exactement. J'aimerais bien la rassurer et lui dire, écoute, tu as fait le job. Elle est très malheureuse parce qu'elle considère qu'elle n'arrive pas à transformer au niveau où elle voudrait transformer les choses, parce que les universités sont ce qu'elles sont, les profs sont ce qu'ils sont, les exigences sont ce qu'elles sont, l'administration, les étudiants sont ce qu'ils sont, et c'est les derniers qu'il faut blâmer. Mais il faut lui répéter souvent que tu as fait le job, quoi. Elle est trop exigeante avec elle-même. Sur la valeur absolue, c'est l'effort qu'elle produit. Le résultat, tu ne maîtrises pas tout pour être jugé sur le résultat. Mais l'effort, et l'honnêteté et la générosité qu'elle met dans le travail qu'elle fait. Très sincère. La sincérité. Voilà. Elle doit être en première année. Anam? C'est vrai. Elle doit prendre des étudiants en première année pour les former. C'est pour recevoir des étudiants qui ont. Moi, si je l'avais eu en première année, je crois que j'aurais eu un autre. J'aurais pris un autre tournant dans mon cursus. J'aurais été éveillé plus tôt. Allez. Non, année. Ça, ce n'est pas. C'est pas. Tu l'as rencontré en 3e année. Tu aurais été con de la première à la 7e année avec ou sans Leila Obouzar. Donc, pas. Mais quand on a, voilà, ça, il faut peut-être remercier vos parents de vous avoir inculqué un certain nombre de valeurs qui font que vous restez éveillé en alerte. Tu n'aurais pas rencontré Leila Obouzar, tu aurais rencontré quelqu'un d'autre, c'est pas un souci. Voilà, parce qu'il y a quand même une part de personnel, je veux dire. On ne peut pas décider qu'un architecte il sera bon parce qu'on va s'en occuper. Il y a une part de personnel
d'efforts personnels et d'envie personnelle que tu ne peux pas Responsabilité. injecter. Tu peux pas injecter. La ghalb. Mais il y a un niveau minimum d'un architecte sur un certain nombre de questions, les professionnels et tout, qu'on doit atteindre. C'est-à-dire, il y a le SMIC de l'architecture qu'il faut atteindre pour tout le monde. Après, il y a les exceptions, les gens qui ont du talent, qui ont. Le problème chez nous, c'est que ce SMIC, on n'arrive pas à l'atteindre. C'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est-à-dire, le RSA, on n'arrive pas à l'atteindre. Tu vois, et donc, c'est la différence qu'il y a avec un certain nombre d'autres peuples ou d'autres disciplines où il y a le minimum qui est atteint, et après, il y a les talents qui s'expriment. Le type, je veux dire, qui fait une maison dans le Loiret, dans un champ, il va la dessiner correctement, et elle sera bien. Je veux dire, tu vois, ce ne sera peut-être pas un manifeste d'architecture, mais elle sera bien. Correcte, bien propre, bien construite. Les maçons farhanin, les skounouféha farhanin, ce ne sera peut-être pas un manifeste d'architecture. Et encore, la question est de se poser, c'est quoi un manifeste d'architecture? C'est aussi une vraie question. On retourne que doit célébrer l'architecture, parce qu'à chaque fois, il faut tirer un coup. Il faut à chaque fois faire des manifestes, c'est pas sûr. Mais المهم, هنايا, voilà, c'est le SMIC. Ou فاقد الشيء لا يعطيه. Je veux dire, quand tu n'as pas, tu peux pas donner. Je veux dire, 80% des enseignants n'ont rien à donner. Je veux dire, On peut se voiler la face. je veux dire, on va pas se voiler de la face. Je veux dire, dans chaque institut, tu vas trouver 2, 3, 4 enseignants qui ont de la bouteille, qui ont de l'envie, qui ont du truc. D'autres qui ont, mais qui n'arrivent pas à transmettre aussi. C'est aussi dramatique. C'est-à-dire, vous avez à Tizi Ouzou des gens de grande valeur, mais quand on voit ce que produisent leurs ateliers, on se dit, il y a un couac entre la capacité personnelle de l'enseignant, ses grandes connaissances en histoire de l'architecture et tout ça, et le niveau de production de ses étudiants. Donc, il y a aussi, peut-être qu'il y a aussi de la pédagogie. Il faut apprendre à être pédagogue. C'est pas tout le monde qui est pédagogue. Enfin, il y a un truc, quoi, Mais, pour régler la question, il faut considérer que tu as 50% d'efforts à faire toi-même. Voilà. Rien ne t'empêche de chercher, Wallah marham, tu viens, tu tapes, tu poses les questions, hein, tu poses des questions, je vous réponds. Tu vas, tu tapes, tu demandes Bourkoufouf, tu demandes Halim Fadi, tu vas chez Msaoudi, tu l'emmerdes, il ne te reçoit pas aujourd'hui, demain il ne te reçoit pas, 3 jours après il te reçoit, 10 jours après il te reçoit. Aujourd'hui, rien ne se cache et tout le monde connaît tout le monde. Et quand tu veux chercher l'information, tu tapes, tu la trouves. C'est tout. Mais chez Kema, il y a 25 ans, Kema a cherché l'information sur le posta avec le petit pli à la bibliothèque. Donc, on peut considérer que c'est quand même un métier qui reste un métier où la part autodidacte, elle est importante. Et ce qui est intéressant, et ça il faut le retenir, c'est une leçon définitive, le plus important c'est les questions qu'on se pose, ce n'est pas les réponses. C'est d'être sur le droit chemin. C'est la question qu'on se pose. Tu finiras par y répondre un jour ou l'autre, parce qu'elle te trottine dans la tête et une petite question ouvre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Si tu te contentes des réponses qu'on te donne, tu n'iras pas loin. Et là, l'intérêt d'un enseignant ou la réussite d'un enseignant, c'est comment faire exploser des tonnes de questions dans la tête des étudiants. C'est mon cas. C'est un peu frustrant d'avoir autant de questions. Oui, mais c'est ça. Ça fait partie de la formation. Tu as une vie pour répondre, à fabriquer le puzzle. Mais c'est ça. Celui qui n'a pas de puzzle à fabriquer, je trouve que c'est assez compliqué comme situation. Celui qui croit... qui court après les réponses, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que se poser des questions, elles changent avec le temps, elles changent avec l'histoire, elles changent avec la géographie, elles changent avec l'âge. Et les réponses que je donne aujourd'hui ne sont certainement pas les réponses que j'ai dû donner il y a 30 ans. C'est certainement. À bout d'un moment, je vais certainement radoter, et puis d'autres qui vont poser d'autres questions. Plus important, c'est ce qui m'a guidé dans mon travail et dans ma progression, c'est les questions que je me suis posées. Pourquoi c'est beau? Pourquoi on considère que c'est un grand architecte? Qu'est-ce qui fait que c'est un grand architecte? Pourquoi
pourquoi on m'enseigne à Corbu, pourquoi il y a quelque chose qui m'attire, en quoi ce travail-là est intéressant par rapport à d'autres, pourquoi ça j'aime pas. Il doit y avoir un truc, Remettre en cause pourquoi aussi. ça m'intéresse pas ce cheminement architectural, eh bien, il y a pourquoi. Alors pour les gens qui ont la capacité de se cultiver, de lire, d'organiser la pensée, d'écrire, c'est certainement que ça apporte beaucoup de choses. Mais pour des gens qui fonctionnent à l'observation et à l'instinct comme moi, je ne fonctionne que par des milliards de questions que je coche à chaque fois que j'ai une réponse, c'est coché. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Vous posez encore des questions? Ah, certainement. Aujourd'hui, on doit réfléchir sur des sujets sur lesquels on n'a jamais travaillé. On doit pondre un projet de 2000 logements. C'est une question qui est importante. C'est une question qui est inédite pour un architecte. Pondre 2000 logements. Sans trop spoiler. Pondre 2000 logements, ça n'existe pas dans l'histoire des architectes, du moins depuis 20 ans, de pondre 2000 logements. Est-ce qu'on est capable de le faire? Comment est-ce qu'on va le faire? Ça fait des années, enfin, ça fait au moins un an ou un an et demi que j'en dors pas, c'est-à-dire de comment faire. C'est une question qui nous est tombée sur la gueule, et c'est de vraies questions. C'est-à-dire, c'est pas des questions, je veux dire, algériennes. Ça a un côté algérien, parce qu'ailleurs, ils ont réglé cette histoire-là. Aujourd'hui, 2000 logements, c'est réparti en projet de 100 logements. Il y avait un architecte aménageur. Quoique le résultat obtenu n'est pas souvent le meilleur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de... Voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif qui aille jusqu'au bout, qui permette de réussir une espèce de bâtiment cousin, une espèce d'harmonie. Que ce soit homogène. Que ce soit à un niveau homogène, mais en même temps avec la différenciation. C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question qui te tombe sur la gueule, sur laquelle tu dois répondre. Essayer de répondre au mieux. Et c'est les 20 ans de métier qui remontent à la surface pour essayer de voir... voilà, j'angoisse encore pour les questions d'architecture. Vous vous remettez encore en question. Bien sûr. Vous avez le courage de jeter une esquisse à la poubelle. Ah, tout recommencer. Oui, tout recommencer. Et voilà, et je ne dors pas que quand je commence à voir un début de solution possible. Mais ça peut durer un an et demi, d'angoisse, je veux dire, de savoir qu'on réfléchit, on n'a pas encore trouvé le truc, le chemin par où passer, on sent que c'est dans cette direction qu'il faut aller, mais tant que c'est pas décidé, tant que c'est pas sorti, tant que c'est pas posé, tant que c'est pas vérifié, tu n'endors pas. Et je pense que les architectes sont comme ça. Il n'y a pas de situation dans laquelle tu travailles les doigts dans le nez sans angoisse, sans rien. Je veux dire, tous les sujets deviennent des sujets angoissants, jusqu'à ce que ça sorte, tu vois. Même celui qui a fait 500 bâtiments, tous réussis, le 501e bâtiment est un sujet d'angoisse. C'est cette patience qu'on n'a pas aujourd'hui. Anna? C'est cette patience qu'on n'a pas aujourd'hui. Ah, c'est des métiers où il faut... Il y a le délai, il y a la pression. C'est ça, non, mais tout ça, tu rentres tout ça dans ça. C'est-à-dire que il faut pouvoir être capable de concentrer la réflexion. C'est pour ça que ton puzzle, il devient de plus en plus complexe avec le temps, mais plus tu mets des petits morceaux de puzzle, plus la facilité de répondre à la question est normalement. C'est-à-dire l'angoisse de la page blanche, elle n'est pas la même à mon âge qu'à votre âge. Parce qu'entre-temps, il y a des petites questions à laquelle j'ai commencé à répondre, il y a des petites cases qui sont remplies, il reste encore beaucoup de cases à remplir. Mais il se trouve que vous n'avez pas les mêmes problèmes d'architecture à votre âge qu'au mien. Et donc, tout ça, il y a une forme de justice, je veux dire. Voilà, c'est pas... En valeur absolue, vous faites les mêmes efforts que moi et je fais les mêmes efforts que vous, sauf qu'on traite de sujets différents. Mais en valeur absolue, la machine, elle fonctionne. Tant que la machine fonctionne, tant que vous n'êtes pas dans la satisfaction absolue, voilà. Et tant que vous ne cédez pas, et ça c'est le plus dramatique aujourd'hui, c'est de céder au logiciel, à Pinterest ou même ça c'est horrible, ça, je dirais. Ça donne l'impression d'avoir répondu à la question alors que non. C'est-à-dire, au fond, tu n'as pas répondu à la question.
On a recyclé. T'as copié. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, la notion de copiage, de plagiat, elle est diffuse. Elle est diffuse, elle est devenue compliquée. Je dirais des thèses qui sont plagiées sans que le type se rende compte qu'il a plagié. Oui. Il y a des logiciels de reformulation. Il y a des logiciels de reformulation. Le rapport à la référence architecturale est aussi un rapport complexe. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule pour dire qu'un projet il est personnel, il est fait. J'ai fait les 100% d'efforts qu'il faut faire, mais je pense que c'est un sentiment profond. Je veux dire, c'est le début de l'honnêteté, de savoir si on a fait l'effort d'eux ou pas. Parce que ça, quand tu dors, tu le sais. Je veux dire, tu peux être un grand acteur et afficher, pas de souci. Quelque part, à un moment donné de la journée ou de ta vie, tu vas te rendre compte que finalement, est-ce que c'était ça ou pas. En fait, les moments, il ne faut pas les éviter, parce que c'est les moments qui te mettent sur le droit chemin. C'est ça, pas les moments ados qui font les étincelles qu'il faut. Parce qu'on là, on est des acteurs sociaux, je veux dire, on est de grands séducteurs. La séduction fait partie de ce métier. Tu dois pouvoir embarquer les gens dans ton histoire, dans ton projet. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Et on apprend à se mentir à soi-même, à enjoliver la vérité. Mais il faut toujours avoir une petite case warning. Quand tu dépasses un niveau d'enjolivement, il y a des critiques. Tu les dis de la roue. C'est grave. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit signalé. هذيك لازم تشعلك الضوء في راسك. جالس معك بديت تخرط انت. Arrête, tu es en train de déconner. Voilà. Donc, il faudrait cultiver ce petit warning quelque part. Et il n'y a pas mieux de warning que le débat. C'est pour ça que le débat existe sur l'architecture. Si tu exposes ton travail, qu'il est critiqué, qu'il est débattu, ça ne fait jamais de mal. Tu vois. Mais là, on est dans un environnement, quand deux architectes se rencontrent, ils parlent du Barça et de la Coupe d'Afrique. C'est vrai. Deux étudiants, deux architectes, on va dire, ok, bon, c'est vrai. On ne parle pas d'architecture. On ne parle pas d'architecture comme si c'était un métier honteux. C'était valable il y a 20 ans, c'est encore valable et il faut que ça change. Il faut que ça change, il faudrait qu'on puisse... Dans le voit que les ateliers sont fermés, tu ne peux pas rentrer dans un atelier d'un enseignant, tu ne peux pas regarder ce qu'ils font, tu ne peux pas assister à un affichage, tu ne peux pas poser de questions. Tout le monde se referme. Déjà que votre manière de faire de l'archi avec votre micro et votre environnement boîte fermée, est autoportant, il n'a pas besoin des autres, il connaît tous les logiciels et tout. Donc, à la limite, vous êtes gars des petites machines autonomes. En plus, les enseignants ferment la porte, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de journée ouverte, il n'y a pas de débat entre les enseignants, entre les différentes tendances dans une école, dans un institut d'architecture. Et donc, c'est... Voilà. Donc, on n'accepte pas la critique. C'est ça, on n'accepte pas de débattre, on n'accepte pas la critique. Et ça devient une seconde nature que chacun de nous, il trace sa voie sans avoir à en parler aux autres. Et c'est pas bien. Je dirais, les grandes nations, elles se sont construites sur l'échange. Et on est dans des métiers où il faut échanger. Je veux dire, il n'y a pas plus métier d'échange que le métier d'architecte. On n'est pas des artistes dans le sens où tu t'enfermes, tu dessines une toile, tu en parles, tu n'en parles pas, tu expliques, tu n'expliques pas. C'est pas dramatique et puis on s'en fout. Et puis un jour quelqu'un comprendra et puis un jour tu voudras bien parler si tu veux. On est dans des métiers où un, c'est de l'argent public, deux, c'est des gens qui vont vivre, trois, on travaille sur le territoire, donc on laisse des empreintes qui sont là pour 50 ans. Et on fabrique de la culture, on fabrique des questions qui sont essentielles pour des pays neufs qui est maintenant. C'est quoi l'identité? C'est quoi être algérien? C'est quoi toutes ces langues, enfin tous ces problèmes-là qui se retrouvent en architecture, comme elles se retrouvent en linguistique, comme elles se retrouvent en religion, comme elles se retrouvent surtout. Toutes les questions sont problématiques chez nous. Et l'architecture fait partie des questions problématiques parce que c'est lié à tous les aspects de l'individu. Donc si on n'en parle pas, et si on n'en parle pas à l'université, on va en parler quand? À la limite, milieu professionnel, tu n'as pas le temps. On peut trouver 1000 explications pourquoi on n'en parle pas. Mais si on n'en parle pas à l'université, c'est problématique. Il y a combien d'architectes qui sont sortis de Tamda, qui sont revenus parler de leur expérience à Tamda? Tamda existe depuis 30 ans. On nous promet toujours de nous ramener, voilà, tel architecte il est sorti de là, il a fait telle chose. Après, notre première conférence, c'était avec... Ah oui. En 2020, 2021.
Oui, Je vois mais, Tamda existe depuis que les louches existent. Ça fait 30 ans que Tamda existe. Enfin, Tamda, quand nous faisons travaux. c'est l'habitat. L'habitat, on m'a dit, ouais. Mais je veux dire, l'école d'architecture Tizi, grossièrement, elle existe depuis 30 ans. Qui est dans un sale état aujourd'hui. Et elle a formé combien d'architectes cette école? Ouais, exactement. Il y a combien d'architectes qui sont revenus reparler de leur expérience, de partager C'est pas normal, je veux dire. On est 5 ou 6 architectes à faire le tour des universités et à essayer de porter la parole et de débattre, chacun. Il y a Halim, il y a Msaoudi, il y a Milawi, il y a Bey qui fait l'effort d'eux. Enfin, on est 5, 6, 10 sur une communauté de au moins 8000 architectes qui exercent. C'est compliqué, je veux dire. Ouais, vous n'hésitez pas à faire des centaines de kilomètres. Juste Non, 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 ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce qu'encore une fois, la question, à quoi je peux être utile? Et à la limite, c'est égoïste de ma part. Je veux dire, parce que c'est égoïste de ma part. Que vous me rendriez heureux parce que je parle avec vous. Je veux dire. C'est quand même pas mal comme source de bonheur. Je veux dire, c'est pas Moi, vous m'avez causé, en tout cas, vous m'avez causé le déclic en 2020. 2021. 2021, après. Quand vous êtes venu à Tamda. Chez les louches. Ouais, cette conférence-là. Dans la grande salle. L'auditorium. L'auditorium. Ouais. Ah, vous étiez en première année. Deuxième. On était en deuxième En année. deuxième année. Voilà. Alors, il y avait une phrase qui tourne toujours, c'est l'architecture, c'est pas Zaha Hadid, mais c'est plutôt Hassan Fathy. Voilà. Et il n'arrête pas de la redire tout le temps. Oui. Et encore une fois, on se rend compte que c'est même plus Hassan Fathy. Il était dans le droit chemin. Ouais, des mises à jour. Oui, mais c'est même plus, c'est plus complexe. En tous les cas, c'est certainement pas Zaha Hadid. C'est certainement pas Zaha Hadid, ça atteint des niveaux d'exubérance qui ne sont plus de l'ordre de... Pour moi, l'architecture, c'est quelque chose d'assez simple qui sert le plus grand nombre. Dès qu'on doit mettre 500 000 euros du mètre carré, c'est plus de l'architecture. Eh ben, merci pour cette leçon de vie, qu'on n'oubliera pas de sitôt. Non, mais c'est pas c'est une leçon de vie, mais c'est ce qui m'a permis, de vouloir faire un petit projet qui m'était à Télémli. Votre plus petit projet, votre plus grande réussite. Ma plus grande réussite. Parce que si j'étais resté dans l'idée qu'il faut que je fasse un projet de 5000 mètres carrés, et il faut qu'il soit aussi complexe que ce que fait Richard Meyer ou ce que fait Zaha Hadid, eh ben, avec le petit projet de merde de 500 ou 1000 mètres carrés au total, je me serais dit, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Mais c'est quand tu finis par comprendre que tout est sujet à acheter et toutes les occasions sont à prendre, parce qu'il y a tellement, la situation est tellement dramatique que les architectes, je reprends une chanson de Johnny Hallyday, je ne sais pas comment il dit, très très belle chanson. Pas allumer le feu, mais on fait on fait du feu en frottant des cailloux. Voilà, quand tu as 2 cailloux, essaye de frotter pour faire une étincelle. Dans le monde de l'architecture, fait le bled, on est à là. C'est-à-dire, quand tu as 2 cailloux, tu frottes. Ben là, ça donnera une étincelle. Et la petite bibliothèque du Télémli, c'est ça. C'est des petits cailloux qu'on a frottés, ça a fabriqué une petite étincelle. C'est des gouttes d'eau qui façonnent la roche. C'est ça. C'est ça. Et l'impact qu'elle a, je me rends compte aujourd'hui qu'elle est publiée par le Moniteur. C'est pas rien, le Moniteur. C'est le guide Michelin. Tu as la ville 19e, où le Foucault, tu as la photo de la petite bibliothèque du Télémli, qui à elle symbolise l'histoire de l'architecture depuis 1830 jusqu'à aujourd'hui, ou du moins pour la partie algérienne. Un petit bâtiment, j'allais dire de merde, je veux dire ça. Grosse villa. Et voilà. Alors en même temps, c'est effrayant parce que ça veut dire qu'on a une responsabilité, qu'il n'y a pas de petits projets, de grands projets. Mais en même temps, c'est fascinant parce que tu te dis, n'importe qui, toi, dans ton village, je sais où, si on te demande demain de poser une poste entre 2 mitoyens, que tu réussis à faire un joli objet qui pose 1 ou 2 questions d'architecture vernaculaire, en lui donnant une espèce de creusement contemporain,
ça peut faire le buzz et ça peut te propulser dans le monde des gens qui comptent. Voilà, chacun de nous est capable de fabriquer l'histoire de l'architecture de ce pays. Parce que c'est un métier qui n'est pas encore ancré, qui n'est pas institutionnalisé, qui n'a pas encore ces grandes familles d'architectes, ces grandes familles mazal, je veux dire. Chacun de nous est capable, là où il doit intervenir, de fabriquer un manifeste. Eh ben, on retient le conseil. Ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné partout. C'est vrai. En France, pour faire un manifeste, il y a Hablek. Oui, parce qu'il y a En déjà Maroc 100 et 000 en Tunisie, kiff. Encore que. Chacun, là où il se trouve, peut fabriquer un petit manifeste d'architecture. C'est génial, non? C'est super. Ou en dessinant la maison de ton frère, ou là en dessinant une petite poste, ou là en restructurant une place. Ou là. On est dans un état de délabrement où chaque geste compte. Voilà, on est presque dans la survie, tu vois. On est presque dans la survie d'un métier. C'est dramatique parce qu'il y a beaucoup d'argent. Je veux dire, on était dans la survie d'un métier quand il n'y avait pas d'argent et qu'on fabriquait des projets avec très peu d'argent. Et on se dit, putain, avec Arba'a Doro, il faut essayer de faire quelque chose. Mais je ne pensais pas que 30 ans après, avec 100 fois plus d'argent, on soit encore à se poser les mêmes questions. Encore pire, aujourd'hui, on a validé de la mauvaise architecture avec beaucoup d'argent et on a considéré que c'était ça. C'est-à-dire que quand tu faisais une merde il y a 30 ans, aujourd'hui, on en fait 50 fois plus au même moment. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de bâtiments qui se font. Il y avait 5 bâtiments qui se faisaient, quand il y en avait un de réussi, c'était déjà 20%. Aujourd'hui, c'est 1 sur 500, pas 1 sur 5. Et donc, c'est 1 pour 1000, tu vois. Donc, il y a l'état de délabrement de la profession, de la conscience générale, qui n'est pas qu'architecturale. On a toute la conscience. Voilà. Si tu dois faire le parallèle entre la vie politique de ce pays dans les années 90 et la vie politique de ce pays aujourd'hui, tu te rends compte de la différence, je veux dire, du personnel politique, du niveau d'engagement des gens, des questions que les gens se posaient. Il reste encore en Kabylie quelques cailloux qu'on frotte encore pour faire du feu, mais les cailloux de Kabylie ne suffisent pas à réchauffer toute l'Algérie, la Khalb. On sera quelques cailloux là. Donc vous avez une responsabilité double. Vous avez une responsabilité double. Vous avez déjà un truc génétique de conscience en général. Et ben pour ceux qui sont architectes, cette conscience doit aussi aller chercher l'architecture. C'est dans l'ADN. Exact, exact. Non, c'est vrai. C'est vrai, il y a des sociétés, il y a des groupes sociaux qui ont ça dans les gènes. Ouais. Photo. On passe aux photos. Ah oui, les photos. Oui.